Alors ça, c'est pour illustrer un petit peu, c'est si long, donc c'est le principe, ou en tout cas la loi de l'effort inverse, c'est Anna Watts qui en parlait dans Bienheureuse insécurité, c'est si on essaye de flotter à la surface de l'eau, eh ben on coule, et par contre, si on essaie de couler, on flotte. Hein, c'est-à-dire que si on ne bouge pas, en effet, on flotte et on n'arrive pas à se noyer. Et si on essaie de retenir son souffle, on le perd. Et ceci me rappelle aussi un dicton oublié, quiconque voudra sauver son âme la perdra. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était une image assez intéressante pour expliquer cette injonction paradoxale. Alors, les conférences Massy et l'école de Francfort. Alors là, on voit une image justement de ces conférences qui sont assez confidentielles. Enfin, moi, on en a parlé un petit peu à la fac. Comme donc la réunion, hein, qui s'est passée, donc des réunions qui se sont passées entre des scientifiques éminents, mais qui provenaient tous quasiment des États-Unis, hein, ou de la Grande-Bretagne, donc entre 1946 et 1953. Et c'est cette conférence Massy notamment, enfin ces cycles, hein, de conférences, puisque c'était régulier, qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la cybernétique. Hein. J'expliquerai un petit peu les principes de cette nouvelle discipline, dont l'objectif, hein, c'est de créer une science justement qui soit capable de prévoir et de contrôler le comportement humain. Alors notamment pour les USA, hein, donc dans le cadre de la guerre froide, mais aussi pour garantir la paix et éradiquer le racisme et l'antisémitisme qui sont à l'origine, enfin, en tout cas par rapport au traumatisme qu'il y a eu sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans ces participants, on peut remarquer qu'il y a des liens importants entre la politique, en effet, des États-Unis et les programmes, notamment de l'armée américaine, et les financements. Alors, vous avez notamment Norbert Wiener, qui est en fait le père, hein, de la cybernétique. C'est lui qui a fait l'ouvrage de référence, en tout cas de base de ça, en 1948. Il est cybernéticien, donc mathématicien à l'origine, et il a travaillé pour les États-Unis, hein, US Army, mais aussi le MIT. Alors, c'est en fait le Massachusetts Institute of Technology, qui donc est un institut qui est très important aux États-Unis, où se trouvent des éminents chercheurs. Alors, il a travaillé avec l'armée américaine, oui, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, il a mis au point un canon antimissile, hein, à la demande des États-Unis. L'objectif, donc, c'était de prévoir la trajectoire des missiles, des avions, pardon, et d'éviter aussi qu'il y ait un choc en retour, parce que le choc en retour, du coup, fait dévier la trajectoire. Donc du coup il a travaillé sur ça, et ce sont un peu les prémices justement de la prévision, hein, des comportements, et aussi de la cybernétique, hein, tout simplement. Ensuite, il y a Claude Shannon, qui est lui aussi cybernéticien, mathématicien, qui travaillait aussi au Massachusetts Institute. Mais lui, il a travaillé pour Bell Labs, c'est-à-dire les télécoms, les télégraphes des États-Unis, qui, notamment Graham Bell, qui a inventé le téléphone. Voilà. Sinon, il y a aussi le couple d'anthropologues Margaret Mead et Gregory Bateson, qui d'une, ils étaient dans une logique constructiviste, en fait, en tout cas culturaliste, pardon, en tout cas ils étaient pour que l'anthropologie soit utile au gouvernement, en fait, hein, donc pour une anthropologie appliquée. Et Margaret Mead a travaillé beaucoup avec les États-Unis, notamment sur les concepts d'autorité, comment faire pour faire passer un message, en passant par des leaders d'opinion, etc., notamment pour faire passer l'idée de guerre. Sinon, pour
voilà, c'était aussi au niveau de la Fédération mondiale de la santé qu'elle a travaillé avec ce projet-là. Et pour Bateson, alors c'est lui qui est à l'origine de l'école de Palo Alto. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Voilà. Palo Alto, donc l'Institut Esalen était en Californie. En fait, c'est un peu le creuset, je dirais, de tout ce qui est développement personnel, de tout ce qui est thérapie brève, PNL, analyse transactionnelle, etc. Donc c'est lui qui est à l'origine de ça. Avec, donc il a travaillé notamment, et un peu plus loin, Erickson, qui était à Palo Alto aussi. Il a fait l'Ipson ericksonienne, qu'on connaît aussi, qui est assez connue. Et Erickson a travaillé aussi avec le gouvernement américain pour justement étudier la personnalité japonaise et aussi l'impact de la propagande nazie sur les gens. Du coup, je suis passée, j'ai pas parlé que entre les deux, il y avait Kurt Lewin. Kurt Lewin qui est donc un psychologue très connu aussi, donc concernant la dynamique des groupes. Donc l'animation de groupe, etc. C'est quelqu'un qui est important dans le milieu de la psychologie. De toute façon, ce sont tous des chercheurs qui sont assez éminents. Voilà. Ensuite, on a donc Erickson dit. Alors, von Neumann, lui, il a travaillé pour la CIA aussi, donc sur l'architecture des ordinateurs. Il était consultant gouvernemental. Après, donc, Warren McCulloch, bon, lui, c'était un biologiste, un neuroscientifique. Il a travaillé à Harvard et au MIT. J'ai pas vu particulièrement de travaux, en tout cas avec soit la CIA, soit l'armée, je ne sais pas. Harold Abramson, par contre, il a été 2 fois président des conférences massives, puisqu'il y en a eu plusieurs. Et lui, alors, il a été, par rapport à ça, il a travaillé justement sur les programmes avec la CIA, enfin à l'époque ça s'appelait l'OSS, c'est l'ancêtre de la CIA, sur justement les programmes MKUltra, Artichoke, etc. Donc, dont l'objectif c'était le lavage, ce qu'on appelle le lavage de cerveau, c'est-à-dire supprimer la personnalité, influencer la personnalité pour pouvoir réimplanter en effet de nouvelles façons de voir et de penser. Sinon, donc, en dehors de ça, vous avez aussi alors des gens qui n'ont pas forcément participé directement à ces conférences, mais par contre dont les conférences se sont inspirées beaucoup, et notamment l'école de Francfort et Adorno. Je vais parler, d'ailleurs vous avez le livre qui est ici, de Adorno, qui est un extrait de l'étude qui a été faite donc par l'école de Francfort sur la personnalité autoritaire. Cette étude a été financée notamment dans le but donc, de détecter les personnes qui étaient susceptibles d'être sensibles à la propagande antisémite, etc. Et d'ailleurs, il a été financé par le comité juif. Voilà, donc c'était réellement avec une demande d'éradiquer chez les ouvriers américains, donc là on n'est pas du tout en Allemagne, on est bien en Amérique, donc de détecter les gens qui avaient une propension à ça. Mais je reviendrai plus en détail sur justement comment a été construite cette échelle et qui est à la base d'ailleurs des tests de recrutement, enfin des tests de recrutement, en tout cas des tests de personnalité qui servaient au recrutement. Et puis, donc ensuite, il y a aussi Henri Meuret qui a travaillé aussi sur les projets avec la CIA.
MK Ultra, etc. Et puis, donc sur la structure de personnalité. Et puis Donald Evan Cameron, alors ça c'est aussi pareil dans ces mêmes programmes-là. Vous avez d'ailleurs le DVD La stratégie de choc de Naomi Klein qui était paru. Alors, je vais chercher. Hop. Voilà. De quoi j'ai parlé? Bon, Adorno, je le prendrai tout à l'heure. Et puis voilà. Donc la stratégie de choc, donc. Je ne sais pas où on le voit le mieux, là. Donc, qui, suite donc, à la déclassification des documents de l'armée américaine, parce que dans leur constitution, il y a une clause qui dit qu'au bout de, je crois que c'est 50 ans, on peut avoir accès à des documents confidentiels. Donc, suite à ça, donc, a été notamment ce Donald Evan Cameron, donc les travaux qu'il a fait sur les électrochocs, des scènes quasiment de torture. Vous avez des éléments filmés d'ailleurs là-dedans, des témoignages de gens qui ont subi ces cures de sommeil forcées pendant des jours et des jours. On les réveillait seulement pour manger et subir des électrochocs et avoir des messages en boucle comme ça, voilà. Enfin, des trucs assez impressionnants. Et en fait, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que quand en effet il y avait un choc, alors là c'était vraiment un électrochoc au niveau du cerveau, le cerveau était en effet plus en capacité d'accepter de nouvelles façon de voir et choses. Donc du coup, elle explique dans la stratégie de choc que notamment les économistes néolibéraux, donc Friedman, dont j'ai parlé tout à l'heure par exemple, l'école de Chicago, préconisent justement pour que les peuples acceptent de libéraliser leurs services publics, etc., qu'il y ait des chocs de façon à ce que ça puisse se faire. Voilà. Donc c'est un documentaire en tout cas qui est assez intéressant et il faut savoir que même à l'époque, quand cette dame elle a fait son livre, et puis bon, il y a eu le film, des gens donc, ont témoigné et du coup ils ont attaqué même la CIA et ils ont eu gain de cause. Je crois que c'est sur la fiche Wikipédia, sans aller très loin, il y a une quinzaine de personnes, je crois, qui ont été dédommagées, en tout cas, des tortures qu'ils ont pu subir sur cette période complètement dingue de la psychiatrie, voilà, et qui était financée par la CIA, etc. Voilà. Donc, alors, la constellation, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va, vous arrivez à lire. Alors, parce qu'en fait, c'est un petit peu une constellation. Alors, on a parlé de différentes choses, hein, donc la cybernétique, vous avez donc l'armée américaine, hein, dans la logique de guerre froide, et puis aussi au niveau économique, hein, de pouvoir imposer à d'autres peuples des choses. Ah oui, par exemple, moi, quand j'ai vu ça, je me suis... Alors c'est vrai, j'avais une culture historique assez faible, mais je me suis aperçue, je pensais que les dictatures, c'était essentiellement des dictatures de gauche, en fait, stalinisme, etc. En fait, je me suis aperçue que non, là, c'était un dictateur qui avait été mis en place par l'école de Chicago pour libéraliser, etc., les services publics, pour ci, pour là, enfin bref, et Pinochet était en effet financé par la CIA, mais il y a plein d'autres pays aussi qui l'ont été, voilà. Donc l'université, hein, Harvard, le Massachusetts Institute of Technology, l'école de Francfort, hein, dont j'ai parlé, la dynamique de Lewin, le marketing, alors Edouard Bernays,
je n'en ai pas parlé. Édouard Bernays, c'est le neveu de Freud, de Sigmund Freud. Et en fait, c'est le père du marketing. Hein. Donc, il a posé dans... alors, c'est bête parce que j'ai laissé mes livres là-bas, et je suis désolée. Voilà, donc il a fait notamment... il y a le livre Propaganda, hein, qui explique justement les fondements du marketing et je vais dire, l'ingénierie sociale, ou en tout cas comment manipuler en démocratie. Voilà, donc c'est assez intéressant de connaître un petit peu ça, ce que les publicitaires, politiques, etc., utilisent comme technique. Et notamment l'utilisation des médias, hein, dont il parle aussi pas mal. J'en parle dans la conférence, je crois, justement. Alors, l'objectif de ça, en fait, c'est de faire passer les sociétés du besoin, donc qui sont basées sur des besoins, comme c'était avant, à une société du désir. Hein. Donc, vous avez... à ce niveau-là, il y a aussi un documentaire qui s'appelle, je ne l'ai pas pris là, mais qui s'appelle, c'est un documentaire de la BBC, ça s'appelle Century of Self, donc le siècle du moi, et où ils expliquent comment justement on a utilisé toutes les techniques de psychologie et de connaissance du cerveau et des foules. Hein. Donc là, lui, il a utilisé les théories de son tonton Freud, et puis aussi de Gustave Le Bon sur les foules. Donc comment ils ont utilisé toutes ces connaissances sur le cerveau donc, pour mettre en place la société de consommation quelque part, en tout cas la société dans laquelle le désir a remplacé les besoins, quoi, en fait, hein, donc où on suscite des désirs, etc. L'Institut Tavistock, alors j'en ai pas parlé beaucoup, mais bon, ils ont travaillé beaucoup sur l'écologie des organisations, notamment le fait de faire disparaître l'autorité dans les entreprises pour mettre en place ce qui concerne l'autogestion, etc. Et puis Palo Alto, j'en ai parlé aussi. Voilà. Donc la constellation un petit peu de Messi. Alors là, ce que je vous propose, c'est maintenant de voir un extrait du documentaire c'est un extrait de 5 minutes du documentaire qui s'appelle La Toile, qui explique justement les conférences Messi. Que je retrouve les vidéos. Sont là. Conférence. Ah, voilà. Donc en attendant, je remets ça là. Voilà. Alors c'est donc à Arte. C'est Arte qui a fait donc ce réalisateur donc a fait ça. Alors c'est en version, alors c'est Das Nest, hein, ça s'appelle, c'est-à-dire la toile, et c'est sous-titré en français. Hein, c'est pas doublé, c'est en français. Et voilà, donc en 5 minutes, donc vous allez voir un petit peu des images d'archives justement de comment ça se passait. Avec mon technicien. Entre 1946 et 1953, des scientifiques éminents de diverses disciplines se rencontrent au Beekman Hotel à New York, à l'invitation de la fondation Joshua Messi. Parmi eux se trouvent Norbert Weiner, Margaret Mead, Gregory Bateson, Kurt Lewin et John von Neumann. Le but de ces rencontres confidentielles, que l'on baptisera plus tard les conférences Messi et auxquelles participent parfois des agents de la CIA, créer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain.
En ces temps de guerre froide, les États-Unis ont un besoin urgent de cette arme pour avoir l'avantage sur le nouveau champ de bataille du subconscient. Les participants des conférences Messie accueillent avec grand intérêt la publication en 1950 de La personnalité autoritaire. Il s'agit d'une étude collective de l'Institut international de recherche sociale, une annexe de l'Institut de recherche sociale de Francfort, dont les figures majeures sont Max Horkheimer et Theodor Adorno. La personnalité autoritaire est à l'époque l'étude sociologique la plus complète d'une société, en l'occurrence les États-Unis. Elle entreprend de fournir une explication scientifique aux préjugés religieux et raciaux. Les milliers d'entretiens récoltés forment une gigantesque base de données qui est exploitée par les ordinateurs les plus modernes et doit expliquer comment le comportement autoritaire peut devenir un phénomène de masse. Les auteurs de l'étude pensent que la cause se situe dans la matrice autoritaire de l'homme, qui est la clé de la psychologie du fascisme et des systèmes autoritaires en général. Cette matrice se développe au travers de l'éducation et de la tradition. Elle est incompatible avec la représentation métaphysique d'une nature supranaturelle. Objectif de la personnalité autoritaire, cerner l'individu potentiellement réceptif au fascisme et au racisme, spécialement envers les juifs. À cet effet, les sociologues mettent au point une échelle qui doit mesurer le potentiel fasciste de l'individu, baptisée échelle F. Les tendances cachées de la personnalité doivent être mises à jour grâce aux techniques psychologiques les plus sophistiquées, comme celle du psychologue américain Henry Murray, l'un des pères des tests de recrutement actuels. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. Mais comment pénétrer sans opération dans la personnalité et la conscience des hommes pour changer cela? D'après le psychologue gestaltiste Kurt Lewin, l'un des participants aux conférences Messie, il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis, qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières codifiées. Les participants des conférences Messie pensent pouvoir fournir les outils et les plans de construction nécessaires à l'avènement de ce nouvel ordre mondial. Des machines à calculer nouvelles et plus rapides, ainsi qu'une théorie des systèmes et des modèles cybernétiques grâce auxquels tous les domaines de la science, de la culture et de la politique pourront être contrôlés et dirigés. Cela doit permettre la programmation d'un homme nouveau, d'un homme anti-autoritaire. Donc c'est l'extrait, je crois que c'est vers la fin donc, de Das Nest, donc la toile.
documentaire. Oui, c'est vrai que c'est... On peut poser des questions maintenant ou ça Ouais, je vous propose peut-être pour... alors je ne sais pas combien on en est, ça fait 45 minutes, il nous reste encore 45 minutes. Peut-être vers la fin ce sera plus simple.